Société avec Nick Payne. Remercions de ces lumières et je reviens tout de suite en studio avec Rémi Villemur, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe aux Pays-Bas. Élargissons, à moins que ce qui vient de se produire en France vous inspire quelque chose. Vous, disons, Frédéric Lapointe qui est en Europe, est-ce qu'on ressent l'onde de choc d'Israël en passant par Paris, par Arras et jusqu'à vous? Oui, tout à fait. J'étais à Bruxelles la nuit dernière et en arrivant, un peu comme dans plusieurs pays, les policiers ont reçu l'ordre de ne pas partir en vacances et de se présenter. Alors, il y avait plus de policiers qu'à l'habitude, certains très armés. Oui, on peut sentir une certaine nervosité. Alors, Dieu merci, il ne s'est rien passé du tout, quelques feux d'artifice à minuit. Mais vous voyez que les événements en Israël et les appels qui peuvent être lancés de l'extérieur peuvent créer de la peur à l'intérieur de nos pays, à l'intérieur de nos administrations. Et ça, c'est un danger objectif. Nous ne sommes pas censés avoir peur de nos compatriotes. Il ne faut pas que cette peur s'installe parce qu'elle pourrait mener à des incidents malheureux, au fait que des gens soient pointés du doigt. Et ça mène aussi à la radicalisation. C'est pas simplement les agents extérieurs qui provoquent la radicalisation. Ça peut aussi être nos réactions à ces événements. La polarisation du débat, oui, voilà. Diriez-vous? Voilà, donc il faut vraiment bien doser nos interventions et par ailleurs faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se reconnaître là comme partageant des valeurs et des règles communes. Ça, c'est très important. En même temps, Rémi Villemur, qui dit peur, qui dit terrorisme, dit peur, c'est compliqué de demander aux gens de ne pas avoir peur lorsque le but premier de l'exercice, c'est précisément la terreur. Et on va prendre du recul sur la situation, le conflit israélo-palestinien dans un instant, mais au début, faisons un tour de table tout de même sur ce qui s'est produit. Donc, samedi dernier, nous étions peut-être en onde à ce moment-là, je ne sais plus. Est-ce que, Rémi Villemur, c'est un attentat terroriste pour vous, d'abord et avant tout, islamiste en l'occurrence, ou est-ce que c'est un acte de guerre, dans une longue guerre à finir entre les protagonistes? Là, on parle de ce qui s'est passé en Israël? Nous revenons à Israël, absolument, mais vous pouvez aussi nous parler de Paris si vous voulez. Évidemment, c'est connexe, c'est peut-être pas exactement le même sujet, mais donc, le débat a fait rage. Puis là-bas, justement, en France, la gauche dit ce sont des crimes de guerre. Québec solidaire fait la même chose ici. Rouba Gazal, Gabriel Nadeau-Dubois publiait un long texte tout récemment où il renvoie un peu dos à dos palestiniens et israéliens en disant c'est la guerre et donc ce sont des crimes de guerre. Il y en a des deux côtés. D'après vous, est-ce qu'un tel propos, justement, est un relativisme trop fort? Est-ce qu'il y a vraiment la marque du terrorisme, là, ici? Je pense que ça peut être à la fois un acte terroriste et un crime de guerre. Là. Je veux dire, c'est intéressant là, comme débat, mais s'il vous plaît, n'en parlons pas trop longtemps. Là. Je veux dire, la vraie question, c'est de parler de ce qui s'est passé et de ce qui risque de se passer. Après, tu sais, crime de guerre, il faudrait vérifier le droit international. Est-ce que pour commettre un crime de guerre, il faut être un pays ou un État, parce que si c'est le cas, c'est pas le cas de la Palestine. Enfin, Frédéric Bérard va pouvoir préciser à ce débat-là, mais je vois bien qu'il y a recours. Puis comment se fait-il que certains tiennent tant à ne pas parler de terrorisme? Parce que ça les autorise peut-être à ne pas se prononcer sur la dimension terroriste. Si on dit que c'est un crime de guerre, puis on insiste sur cette notion-là, on n'est pas obligé d'admettre que c'est un acte terroriste. Moi, je pense que c'est avant tout un acte terroriste parce que on s'en est pris à des civils. On s'en est pris à des civils, alors que la guerre, généralement, ça oppose des armées et les civils comme victimes collatérales. Mais certains pourraient vous dire que dans la guerre, disons, plus traditionnelle, ou la défense d'Israël dans tout ce conflit, souvent, on tire sur des cibles qui atteignent aussi des civils. Et puis, on vise le Hamas qui est installé effectivement parmi les civils. Est-ce qu'à ce moment-là, si on fait des victimes dans les civils, on parle de terrorisme ou de crimes de guerre? Le terrorisme en soi, c'est l'usage de la violence de façon systématique. Il me semble qu'ici, on a une illustration. Israël on va dans un festival de musique, puis on tire sur tout le monde. Ça ressemble pas mal à du terrorisme. Je suis assez d'accord avec qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Bérard? Et pourquoi ce débat? Je sais que c'est moi qui l'amène ici ce matin, mais j'ai bien vu que toute la semaine, c'est ce qui fait rage entre, on va le dire, là, dans les pays occidentaux, comme chez nous, la gauche et la droite. Alors, ceux qui sont un peu plus pro-palestiniens hésitent beaucoup, marchent sur des œufs.
préfèrent parler de crimes de guerre. Ben, Et oui. puis, après, vous avez ceux qui sont plus pro-israéliens qui disent ça suffit juste pour avant- nommer le terrorisme. Il n'y a pas d'équivalence morale entre les deux côtés dans ce conflit. Avant de répondre sur la question de Paris, moi, ça m'amuse toujours de voir les Québécois là, qui trippent fort sur la France, à être les premiers à vanter leur modèle d'intégration. On l'entendait souvent pendant la Charte des valeurs. Ça prend absolument le modèle d'intégration français. Même Pauline Marois l'avait dit. Le modèle du multiculturalisme britannique, c'était épouvantable. Les gens se faisaient exploser là-bas, puis ça prenait la France à tout prix. On voit bien ce qu'il y en est aujourd'hui. Hein, puis c'était quand même pas trop difficile à deviner. Une fois qu'on a fermé cette parenthèse-là, c'est parce qu'on est capable de faire plus qu'une chose à la fois, là. Ce que fait le Hamas, c'est du terrorisme à temps plein. Parce que le Hamas est une organisation terroriste à temps plein, sans Reconnue comme excuse, telle par le Canada, qui s'en notamment. revendique, qui a, dans un de ses articles de son programme, la définition suivante, c'est-à-dire on doit éradiquer le peuple juif de la planète Terre. Ce qui me semble assez quand même l'article 35. assez clair, là. Donc là, on va arrêter de niaiser avec ça. Alors, c'est pas l'antisionisme, évidemment, c'est l'antisémitisme. Soyons précis, là. Parce que pour moi, là, le débat, il n'est pas si complexe que ça, là. Le Hamas est une organisation terroriste qui fait du terrorisme, qui, par ailleurs, représente relativement peu plusieurs Palestiniens, sinon, puis il y en a plusieurs qui ne se sentent pas du tout représentés par le Hamas, qu'on se comprenne bien. On peut être pro-Palestine et être contre le Hamas, et j'espère qu'on puisse l'être. De l'autre côté... Mais ça a l'air difficile, hein, Non, mais c'est ça qui est débile. Ouais. Parce que moi, j'ai même écrit sur Twitter... C'est un conflit très polarisé. Oui, mais ça devrait pas. J'ai écrit sur Twitter, arrêtez, amis de la gauche, d'essayer de défendre le Hamas. Il n'y a rien à défendre là. C'est du terrorisme, c'est dégueulasse. Il attaque des civils, comme disait Rémi. Bon, point, fin de la discussion. De l'autre côté, puis là, je les ramène pas dos à dos, mais il faut faire preuve de nuance. Il y a plus... Moi, je suis allé... J'en ai fait un reportage en Israël, puis j'ai passé beaucoup de temps là-bas, puis j'ai parlé avec beaucoup de gens. Ben, quand vous allez à Tel Aviv, qui est par ailleurs une des plus belles villes au monde, sinon la plus belle en ce qui me concerne... Ceux qui y vont en reviennent enchantés. Mais c'est épouvantablement beau. C'est pour un gars de gauche comme moi, c'est le paradis sur Terre, je vous dirais. Pourquoi? Parce que c'est une des villes les plus progressistes. Bon, évidemment, dans ce coin du monde-là, c'est pas trop difficile, mais même, je vous dirais, de manière très générale, par exemple, la communauté LGBTQ, elle est archi représentée dans les rues. Les manifestations des gens de Tel Aviv, vous en avez à chaque semaine, bien souvent, pour pas dire à peu près tout le temps, contre le gouvernement de Netanyahou et ses politiques de colonisation. De droite, et ils sont en faveur de l'État palestinien aussi. Puis un instant, là, c'est plus qu'un gouvernement de droite. Netanyahou a maintenant une coalition avec un parti d'extrême droite. Là. Il faut arrêter de déconner. Oui, quoique là, dans son espèce d'union nationale à l'heure actuelle, il laisse tomber... oui, parce qu'il n'y a pas trop le choix, parce que même son armée commençait à le critiquer. Et je vous dis que ces attaques-là du Hamas, c'est vraiment passez-moi l'expression, un timing épouvantablement superbe pour Netanyahou, parce qu'il était en train de dégringoler dans les sondages. Et là, je finis avec ça en disant, les Juifs de Tel Aviv, quand ils sont dans la rue contre leur propre gouvernement de Netanyahou, parce que c'est dégueulasse ce que vous faites à la Palestine, notamment en rapport à Gaza. Donc, en d'autres termes, pour moi, ce conflit-là, c'est un conflit où ce sont des civils qui sont instrumentalisés de part et d'autre, en tout temps, par des petits politiciens véreux qui, par ailleurs, et je vise aussi la communauté internationale là-dedans, qui encouragent, en quelque sorte, cette espèce de réplique-là en disant à Israël, va lui péter la gueule. Puis moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, puis j'ai vu un peu comment ça s'est passé. Pour eux, il faut écraser la masse. Puis évidemment qu'il faut l'écraser. Maintenant, la question, c'est comment on le fait? Il faut le faire en conformité avec le droit international, idéalement, ce que ne demandent pas les États-Unis et d'autres pays du G7, ce qui devient drôlement problématique, parce que là, maintenant, une des possibilités, c'est de raser les hôpitaux, les écoles de Gaza, notamment, en disant, le Hamas s'y retrouve. En d'autres termes, moi... c'est le gouvernement. Oui, mais le contrôle Gaza. Oui, mais c'est pas si clair, c'est diffus, puis c'est ça le problème avec le terrorisme. Puis pour répondre, si vous me permettez, à la première question que vous avez posée à Rémi, puis à moi par la suite, rapidement. Sur la question des crimes de guerre, c'est parce qu'on peut pas... un regroupement terroriste comme le Hamas ne fait pas partie du droit international public qui, lui, régit les relations entre les États. Donc, la notion pure de crime de guerre ne peut pas s'appliquer stricto sensu. Ma question était pourquoi on y tient tant que ça? C'est parce qu'on veut pas... C'est parce qu'on veut ménager... Mais moi, je répète ceci.
comme citoyen, je n'ai pas à prendre parti entre le gouvernement de Netanyahou et le Hamas. Et je ne dis pas qui est mieux, qui est mauvais. Je prends position pour les civils et j'espère que la communauté internationale va finir par mettre ses culottes, débarquer sur place, de dire là, les petits gars, là, ça va faire et ça va prendre le respect du droit international de part et d'autre. Je sais que la situation est beaucoup plus complexe que ça, mais quand même, ça devrait être la première chose, incluant un cessez-le-feu. Je vais recevoir des courriels et des messages Facebook là, parce que vous avez dit que la France, en quelque sorte, a un peu cherché ce qu'il y a. Non, pas du tout. Hein, pas du non. Il a dit que c'était pas exemplaire. Oui, bien, vous dites que son modèle d'intégration mène à ce genre de choses. C'est parce qu'à toutes les fois, ceux qui trippent le plus fort sur la France... Non, mais vous pensez que parce qu'on, je sais pas, mais on fait pas ce qu'il faut pour bien intégrer des gens, ils vont sortir des couteaux et égorger le monde? Le modèle d'intégration français est une catastrophe de A au moins jusqu'à Y. Ça, c'est la réalité. Mais supposons qu'on accède à ce que vous dites. Est-ce que ça explique? Mais non, mais j'ai pas dit que ça expliquait. Mais non, mais certainement, j'ai pas dit que ça excusait quoi que ce soit. On s'entend bien, là. Il y a rien qui n'excuse le terrorisme, quel qu'il soit. Que ce soit celui du Hamas ou ce soit celui que Rio nous a raconté. Alors, ça pourrait dire que le terroriste choisisse la France pour d'autres raisons que son prétendu modèle d'intégration. Ce que j'essaie de dire, est-ce qu'il est possible que le terrorisme, au sens général, trouve des terreaux plus fertiles dans certaines régions du globe? Alors, on aurait tellement persécuté... Mais enfin, ça, on fera le débat dans une autre émission, mais je sais que des gens vont être fâchés de ce que vous dites. Non, mais en ostracisant des gens, à un moment donné, ça finit, la cocotte minute a fini par sauter. Ce qui justifie rien, ce qui excuse rien. Mais le modèle d'intégration français, c'est le bordel. C'est ça la réalité. Mais là, vous dites un peu la même chose que ceux qui disent Israël a magasiné le Hamas et ses actions. Mais j'ai jamais dit ça. Mais non, mais c'est pas ce que je dis. C'est que tous les exemples, par exemple, que vous mentionnez, sont des exemples où, très clairement, l'intégration n'a pas été réussie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce qu'en France, est-ce que vous allez dire le contraire? Ce ne sont pas des Suédois qui commettent des attentats. Non, je sais. J'ai compris ça. Oui, ce sont des musulmans. On le sait, on nous le répète à la journée. C'est un modèle qui a bien fonctionné pendant de très nombreuses années. Le modèle assimilationniste français, c'est que depuis quelques années, il ne fonctionne pas avec certaines communautés. Il faut nommer la réalité. Depuis la laïcité de 2004, c'est encore plus le bordel que ça n'a jamais été. Oui, mais ça marchait bien dans les années 80, 70, parce que la réalité n'était pas la même. Mais là, une partie de la réalité, c'est aussi les communautés mais ce que j'essaie de dire, juste pour préciser, là, tout ceci est très complexe, on s'entend bien. Puis là, vous avez pris une partie de mon propos, puis je vous accuse de rien, Nick. Non, mais ce que j'essaie de dire avec ça... J'ai ramassé le pavé que vous avez jeté dans la mare avec beaucoup d'élégance. Non, mais c'était pas l'idée, je voulais pas lancer le pavé dans la mare. J'essaie juste de dire qu'il faut être critique. Il faut choisir à un moment donné. Là. Soit que la France est un modèle à 100%, ou soit qu'on doit être critique. Or, moi, je pense qu'on devrait être davantage critique que l'idolâtrie. C'est-à-dire que plusieurs vous diront, la France a choisi de rester ferme sur certains principes qui la guident depuis la loi de 1905, au fond. Hein, et 1905 c'est la meilleure des lois possibles. Et ça plaît moins à certaines communautés. Ici, on fait plus de compromis. Attention, c'est pas vrai, Nick. 1905, c'est parfait. C'est 2004 qui a été le problème, pas 1905. Là, vous parlez du moment où on commence à restreindre le port de signes religieux ostentatoires. Et de là, la référence que je faisais tout à l'heure avec... Est-ce que vraiment, ça mérite une telle... Non, il n'y a rien qui mérite ça. Je répète, ça n'excuse rien. Est-ce que c'est illégitime? Dans une société qui, par exemple, est attachée à l'égalité homme-femme. 1905 est nécessaire, 2004 est légitime. Voilà, le débat serait là. On le fera dans une autre émission. Rémi Villemur, prenons un peu de recul, surtout sur le conflit israélo-palestinien. Revenons à cette question, parce qu'on en parle là. Et probablement que, comme moi d'ailleurs, plusieurs de nos auditeurs sont souvent largués dans ce conflit-là. Quand on commence à essayer de s'informer un peu là-dessus, c'est un enchevêtrement infini jusqu'avant Jésus-Christ qui devient vraiment difficile à bien comprendre. Si vous deviez résumer un peu en quelques minutes, est-ce qu'on peut oser dire qu'on pourrait aller aux racines du conflit ou à tout le moins comprendre on va remonter sa tournure plus récente? Là. Ouais, allez-y. On va remonter au tournant du 20e siècle parce qu'effectivement, il y a même des origines bibliques là, dans ce conflit-là. Donc, je veux bien croire qu'on est à Radio Ville-Marie. On n'ira pas jusque-là. Mais au tournant du 20e siècle... Faire 2000 ans en une demi-heure, ça va être compliqué. C'est ça. Donc, au tournant du 20e siècle, la Palestine est occupée par l'Empire ottoman. Donc, c'est un territoire qui appartient à l'Empire ottoman. Et là, il y a deux phénomènes. Donc, je parle des années 1880. Là, c'est une province, en fait. C'est une province de l'Empire ottoman, effectivement. Donc là, il y a deux
il y a deux courants, deux phénomènes qui vont s'affronter. D'une part, il y a le nationalisme arabe qui commence à se développer. Et il y a le nationalisme juif également, parce que en Russie, en Europe de l'Est, il commence à avoir beaucoup de répression à l'endroit des Juifs, et les Juifs commencent à immigrer, à retourner en Israël, qu'ils ont habité pendant des centaines d'années. Et donc, les Ottomans... Sans y être majoritaire. Hein, oui, exactement. Ils avaient été expulsés par les Romains. D'ailleurs... la Palestine s'appelait la Judée avant de s'appeler la Palestine. C'est les Romains qui ont changé le nom pour évacuer la question juive de ce territoire-là. Donc là, on a donc le nationalisme juif et arabe qui naît en même temps à peu près. C'est là que le sionisme apparaît, donc l'idée de retourner en Israël, de bâtir un foyer national juif. C'est une idée qui hérite finalement des Lumières. Là, on veut évacuer la dimension religieuse, on veut un foyer national. Durant la Première Guerre mondiale, là, c'est là que tout va, à mon avis, se jouer. 1917? Un peu avant. Donc, ce qui se passe, c'est que les Ottomans font face aux Alliés. Et les Ottomans qui sont aux prises avec le nationalisme arabe vont réprimer encore plus fortement le nationalisme arabe, si bien que les Britanniques vont s'allier aux Arabes. Ils vont dire aux Arabes, écoutez, aidez-nous à vaincre les Ottomans, à conquérir les territoires, notamment celui de la Palestine, et au lendemain de la guerre, on va vous offrir un État. Donc les Arabes réussissent à vaincre les Ottomans, s'emparent d'un territoire, mais parallèlement à ça, les communistes prennent le pouvoir en Russie, et parmi les communistes, il y a des Juifs. Et les Russes sont alliés. Donc, et là, les communistes veulent arrêter la guerre, veulent enfin ne plus s'y impliquer. Donc, les Britanniques disent aux Russes, écoutez, continuez à participer à la guerre, continuez de faire face au front est de l'Empire ottoman et on offrira aux Juifs un foyer juif. Donc là, encore une fois, on fait la promesse. Alors, l'Angleterre joue sur les deux tableaux. On connaît ça au Québec. Quelle surprise! On connaît ça au Québec, donc oui. Après avoir encouragé, donc... le monde arabe, elle se retourne et dit je promets un État aux Juifs. Et d'ailleurs, à ceux qui sont sur son propre territoire aussi. Hein, elle exactement. Dit, vous pouvez retourner. Oui, tout à fait. Donc là, on a une immigration juive. Et il faut juste noter quand même que, parce que les Arabes ont souvent dit, on voulait l'interruption de l'immigration juive. Les Juifs achètent des terres. C'est le principe de Herzl, du sionisme. C'est cette fameuse phrase, si vous le voulez, ce ne sera plus un rêve. Mais pour le vouloir et que ce ne soit plus un rêve, il faut vraiment investir à fond cette cause-là. Il faut donc acheter de la terre. Et donc, les Juifs immigrent, mais achètent de plus en plus, créent des banques. On connaît les principes de l'économie dans la religion juive. On s'entraide entre nous. Est-ce que leur proverbial sens des affaires leur vient de cette partie-là de l'histoire? En fait, on remonte au 19e siècle. Dans les villes industrielles, les Juifs ont toujours été plus éduqués. Ils ont toujours favorisé les économies. C'est un peuple avec ces qualités-là, en tout cas, à tout le moins. Donc là, on est au lendemain de la guerre. Les Arabes se sont fait promettre un État, les Juifs aussi. Mais les Français, durant la guerre, ont fait signer les accords Sykes-Picot. Et les Arabes ont accepté. Qu'est-ce que ces accords-là disaient? C'était, on va vous offrir effectivement un État, mais ce ne sera pas en Palestine parce qu'il y a une bonne partie du territoire en Palestine qui sera sous mandat international. Et les Arabes ont accepté. Parce qu'ils ont dit, écoute, si on refuse toute la patente, mais si on accepte ça et au pire, on ira plus loin. Je vous interromps pour bien comprendre. En cours de route, les Arabes ont quand même obtenu l'indépendance d'États comme l'Irak, ou est-ce que c'était la Mésopotamie? Ils ont proclamé l'indépendance au lendemain de la Première Guerre mondiale du grand royaume de Syrie, qui, si je ne m'abuse, incluait l'Irak. Et il y avait donc, c'était peut-être un petit peu trop ambitieux parce que dans le grand royaume de Syrie, il y avait toute la Palestine. Donc les Français sont entrés en Syrie et en Palestine et ont vaincu les Arabes, les ont repoussés. Et les Britanniques ont pris une partie du territoire et les Français ont pris l'autre partie du territoire. Les Arabes se sont ramassés avec rien. Et pendant ce temps-là, les Juifs ont continué à immigrer. Durant l'entre-deux-guerres, il y a eu un plan de partage. En fait, il y a eu le premier plan de partage de 1937 où les Arabes héritaient de 70% du territoire palestinien, les Juifs 30%. Les Arabes ont refusé. Les Juifs aussi. Il faut comprendre qu'ils avaient acheté de la terre et là, on leur offrait un petit peu plus que ce qu'ils possédaient déjà. Ils ont refusé. C'est quand même important de le noter. Les Arabes refusent 70% de la Palestine. La Deuxième Guerre mondiale survient. Là, ce n'est plus dans cette région du monde-là que les affrontements se déroulent. Donc, la région est quand même assez pacifiée, assez froide. Et là, évidemment, il y a le nazisme, il y a encore les répressions contre les Juifs qui immigrent de plus en plus. Là, je fais une petite histoire courte, là, je veux qu'on ait le temps d'en parler.
Un deuxième plan de partage est proposé en 1947. Par l'ONU, donc. Par l'ONU, parce que les Britanniques ne veulent plus s'occuper de la Palestine. Alors voilà, jusque-là, la Palestine est sous mandat. Hein? Oui. C'est toujours pas un État souverain. Oui. Ce sont les Britanniques qui ont le mandat de gérer, si vous voulez, ou d'amener tranquillement cet État qui est considéré comme pas mûr là, pour être un pays indépendant, si on veut. Exactement. Ouais. Exactement. Et là, ils en ont plein les bras. Ils en ont plein les bras. Leur zone, disons, d'influence n'est pas vraiment située dans cette région-là. Donc, on remet la Palestine à l'ONU qui fait adopter à la majorité un plan de partage qui propose ceci. 45 à peu près % du territoire reviendrait aux Arabes. Non, plutôt 55 % aux Arabes et 45 % aux Juifs. Pourquoi donc, contrairement à 1937, la majorité du territoire est désormais offerte aux Juifs? Parce que les Juifs ont acheté plus de terres, ils ont continué d'immigrer. Et en plus, et ça on ne le répète pas suffisamment souvent, dans le 45 %, dans le 55 % du territoire juif, il y a la grande majorité du territoire qui est un désert, en fait. C'est le désert de Negev. Aujourd'hui, 8 % de la population israélienne habite là. Donc, quand on dit le territoire est inégalement offert aux Juifs, en faveur des Juifs, il faut relativiser quand même. Parce que ce que vous amenez dans la réflexion, c'est qu'ils avaient acheté du territoire. Parce que quand on regarde la démographie, là, ça a l'air tout à fait injuste. Ils sont beaucoup moins nombreux. Ils obtiennent la majorité du territoire. C'est au cœur, d'ailleurs, de l'argumentaire de ceux qui sont très, 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 disons, les plus pro-palestiniens dans le débat. Là. Ils sont moins nombreux. Par contre, ils ne sont pas aussi moins nombreux qu'ils l'avaient été auparavant, puisque l'immigration est quand même été très importante. Donc là, au lendemain, parce que là, les Juifs acceptent cette proposition. Même si la majeure partie de ce qu'ils leur offrent est désertique, ils acceptent, les Arabes refusent, à nouveau. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance par Ben Gourion, là, on a la première guerre israélo-arabe, la Ligue arabe attaque Israël. Ben Gourion étant... c'est le père de l'indépendance, père de l'indépendance juive, un des personnages les plus importants de l'histoire d'Israël. Première guerre, donc, israélo-arabe. Et là, ça aussi, c'est une chose dont je trouve qu'on a de la difficulté à comprendre au Québec. Hein. Quand on fait la guerre, on perd du territoire. Ça, c'est aussi ça. Là, des fois, on regarde des cartes, on dit « Ah, regardez comment c'est injuste. » Il y a eu une guerre. Et c'est les Arabes qui ont lancé la guerre. Ils ont perdu. Et ils étaient, disons, numériquement beaucoup plus nombreux, bénéficiaient de plus de soutien à l'époque. Donc, ils perdent cette guerre-là. Israël Ils avaient plus de soutien? Ils avaient plus de soutien, en tout cas, à tout le moins, en nombre. Là. Et même, je pense, militaire, parce que c'est pas encore la guerre de 6 jours, là, où là, effectivement, les Américains vont aider les Israéliens, ou c'est pas encore la guerre du Kippour, où là, les Israéliens auront l'aide des Américains. D'accord. Alors, c'est moins le cas à ce moment-là. Non, exactement. Je vous laisse continuer. Oui. Donc, rapidement, là... Les Arabes vont perdre du territoire. Israël va annexer les territoires. En 67, on a la guerre de 6 jours. Cette fois-ci, c'est Israël qui déclenche la guerre, même si, à la base, Israël avait une condition. La condition, c'était la suivante. L'Égypte ne doit pas empiéter sur une partie du territoire. L'Égypte a commis l'irréparable. Donc là, c'est un des conflits militaires les plus intéressants du 20e siècle. En 6 jours, imaginez-vous, Israël va battre l'armée égyptienne, syrienne, jordanienne, libanaise et conquiert, irakienne. Et va conquérir l'Égypte. Oui. Donc, le désert du Sinaï et le Golan, le plateau du Golan syrien. Mais en 6 jours. Donc, seulement 1700 morts du côté israélien, des dizaines de milliers de morts du côté arabe. Et là... c'est rien pour se faire des amis, évidemment. C'est rien pour se faire des amis. Là, la semaine passée, si le Hamas n'avait pas attaqué Israël, on aurait pu discuter du 50e anniversaire de la guerre du Kippour. Hein? Certains disent que c'est pour ces raisons-là que le Hamas s'est embarqué là-dedans. La guerre du Kippour, c'est octobre 73. Cette fois-ci, c'est les Arabes, l'Égypte et la Syrie qui attaquent Israël pour récupérer le Sinaï et le Golan. Et là, les Américains on est en pleine guerre froide, vont aider Israël, qui va repousser les Arabes après avoir subi la défaite au tout début. Et là, c'est intéressant parce que les Arabes vont se venger de cette défaite-là et vont déclencher la crise du pétrole, vont augmenter le prix du baril, vont réduire leur production. Premier choc pétrolier, si bien que les Américains vont dire aux Israéliens, là, on n'est plus capable de vous aider. Il faut laisser tomber le Sinaï et le Golan. Donc, ces territoires-là vont revenir en Égypte et en Syrie, mais pas la Cisjordanie, qui est occupée depuis la guerre de 6 jours. Là, je passe après, les années passent. Le Hamas... Jordanie, bien sûr, qui est cette espèce d'excroissance de la Jordanie sur le territoire de la Palestine ou d'Israël actuel. Oui, exactement. Qui est de plus en plus israélien, en fait. De plus en plus israélienne. De plus en plus juive, là, je devrais dire. Ou... Oui, en fait, exactement. Il y a de plus en plus de colons juifs qui s'installent là-bas. Il y a un mur autour de la Cisjordanie qui est construit depuis la première intifada.
Donc, la Hamas... La révolte des roches. Des pierres, exactement. Donc, les Palestiniens se sont révoltés en lançant des pierres sur... Oui, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas un accès assez intéressant à l'eau potable, ce qui est sans doute vrai. Donc, le Hamas naît en 87. Le Hamas, ce groupe terroriste qui, contrairement... Islamiste, si je peux me permettre à ce que Frédéric Bérard a dit tout à l'heure, a remporté une élection en Cisjordanie en 2007 et a remporté une élection en Gaza. Et contrôle toujours Gaza. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point les Palestiniens ne sont pas derrière le Hamas. En tout cas, au plan électoral, il y a 2 élections. Cet élément-là fait partie... Ça fait longtemps. C'était en 2007. 2007? En Cisjordanie. Oui. Oui, mais ça s'est gâté drôlement depuis. Il n'y a plus d'élection depuis. Mais effectivement, cette histoire-là est au cœur du débat aussi. À quel point les Palestiniens sont-ils derrière l'élection d'il y a 15 ans, honnêtement, ça vaut ce que c'est. Ça fait un bout, mais bon, ils font pas d'élection. Je le reconnais. Non, mais je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est d'imputer aux Palestiniens le fait d'avoir choisi le Hamas comme gouvernement quand il n'y a pas eu d'élection depuis 15-16 ans. Là, vraiment... Oui, non, mais je comprends, mais c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu d'élection non plus. Alors, on a fait un peu le tour. Frédéric Lapointe, c'est à votre tour. Devant ce portrait qui, on le voit bien, là, ouvre la porte il y a beaucoup de polarisation dans ce dossier-là. Il y a des gens qui sont résolument, inconditionnellement, fiévreusement pro-Israël ou pro-palestinien. Néanmoins, quand on n'est pas passionné, on regarde ça avec un peu de recul, c'est très complexe. Comment expliquez-vous, Frédéric Lapointe, les positions polarisé dans ce dossier-là? Est-ce qu'on a affaire est-ce que dans le cas d'Israël, c'est une société qui nous ressemble, qui est plus occidentale et on s'identifie à elle, ou est-ce que c'est comment expliquez-vous la polarisation dans ce débat-là? Je vais prendre 30 secondes simplement pour expliquer la popularité du Hamas au tout début. Le Hamas s'est pas fait remarquer d'abord par des actes terroristes. Ils se sont fait remarquer en ouvrant des garderies, des hôpitaux, des services publics efficaces face à une administration palestinienne qui pouvait être vue comme corrompue du point de vue de la population. L'autorité palestinienne, qui est portée disparue, d'ailleurs, ces jours-ci. Mahmoud Abbas, on n'entend presque pas parler, mais allez-y, continuez. Alors c'est la raison. Il y a des leçons politiques très, très pertinentes là, à retenir là, de la croissance là, de ce mouvement là, qu'on peut qualifier aujourd'hui de terroriste. Autrement, deuxième rapide point géopolitique, une des raisons du timing de l'attaque sur Israël, c'est la politique intérieure même du monde arabe. Il s'agit d'empêcher la conclusion de l'accord de paix entre l'Arabie saoudite et Israël, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi d'autres considérations. L'Iran avait besoin d'un front pour calmer sa population. On sait qu'ils ont des problèmes de soulèvement, notamment des femmes. Le Liban est dysfonctionnel et le mouvement Hezbollah est pointé du doigt. Ouvrir une guerre avec Israël permet de calmer le jeu, et je pourrais continuer avec d'autres acteurs. Donc, l'explication se trouve, bien sûr, dans la haine de l'État et dans des objectifs de destruction de l'État d'Israël, mais le timing peut s'expliquer par les tensions géopolitiques et politiques à l'intérieur du monde arabe. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, des conflits de cette complexité, je pense qu'il importe que, un peu à l'instar là, du message que j'ai moi-même reçu du recteur de l'Université de Montréal, bien sûr permettre l'expression de manifestations et de points de vue, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent, surveiller... Vous référez à ces manifestations pro-palestiniennes qui ressemblaient à des manifestations pro-Hamas là, à Montréal? Oui, et dans lesquelles parfois, pas à Montréal, mais à d'autres endroits, parfois des discours haineux se tiennent, peuvent encourager des gestes malheureux, soit de partisans palestiniens ou de gens qui ont peur de ces partisans palestiniens. Puis là, on commence à la roue là, du cercle vicieux et de la vendetta, ce qu'on veut surtout pas produire ici. Je vous donne un exemple là, de comportement individuel, mais qui est gravissime. Dans une université Stanford aux États-Unis, un professeur zélé a ordonné aux Juifs dans sa classe de s'identifier. Il les a envoyés dans un coin de la classe et s'est servi de ça comme démonstration de ce qui se passe tous les jours
en Israël. Mais à Gaza, hein? Oui, pour leur montrer le sort qu'ils font, les Israéliens font subir aux Palestiniens dans ces territoires-là. C'est bien ça? Alors vous voyez les frontières de la défense qui se traversent assez aisément lorsque, dans un esprit militant et en dépit de ses responsabilités, on choisit d'exploiter sa position, dans ce cas-là, celle d'un professeur d'université, mais il en va de même de certaines associations étudiantes, de certains syndicats, peut-être de partis politiques. Donc, au contraire, moi, je pense qu'il faut, sur ces sujets-là, rassurer la population, et ce n'est pas en faisant des concours de manifestation qu'on va y arriver. Je vous pose une question, Frédéric Lapointe, que plusieurs ont posée cette semaine. Est-ce qu'on a eu affaire à un attentat islamiste ou à une démarche qui s'inscrit dans la quête palestinienne, aussi terroriste soit-elle dans ce cas-ci? Écoutez, c'est un comportement génocidaire, là. Quand on encercle des populations comme du bétail, puis qu'on cherche à en abattre le maximum et à capturer les autres, à le faire de même avec des villages entiers, on voudrait pas voir à quoi ça ressemble si au lieu d'être quelques centaines de militaires, ils étaient plusieurs dizaines de milliers libres de circuler dans l'ensemble de la Palestine ou de l'État d'Israël. Ce genre de comportement ne peut pas être encouragé au nom de quelque lutte que ce soit. Autrement, et c'est très dangereux, les glissements sémantiques de certains, dire que ces comportements sont justifiables parce qu'il s'agit d'une lutte décoloniale et que par ailleurs, au nom de la même lutte décoloniale, on se met à pointer du doigt, justement ou injustement, toutes sortes de gens au Québec, toutes sortes d'institutions au Québec ou des épisodes de l'histoire du Québec. Les mêmes personnes. Vous référez à quoi? Des déclarations qui ont été faites ici au Québec cette semaine? Bien sûr. Tout le monde qui défend, même du bout des lèvres, ce qui s'est passé lors des événements meurtriers en Israël, disent que comme c'est une lutte contre un colonisateur, ceci se justifie, doit être compris comme un acte de résistance contre la colonisation. Moi, à la limite, je veux bien qu'on puisse en discuter de façon académique, mais quand les mêmes personnes se piquent de tenir des rassemblements et de tenir des discours à la limite offensants, ça c'est pas grave, là, mais à la limite de la propagande haineuse. Ou de l'apologie du terrorisme. Oui, mais envers leurs voisins qui habitent ici, ben là, tu te dis, écoutez, là, les prochains radicalisés, là, c'est peut-être pas dans des lycées français qu'on va les trouver si des gens continuent à tenir des discours de la sorte, qui cautionnent la violence ailleurs et qui se répercutent dans des discours de type décoloniaux au Québec même, à Montréal et au Canada. Frédéric Bérard, en terminant sur ce sujet-là, parce qu'on aimerait parler d'autre chose quelques instants dans cette émission, je vous repose la même question, est-ce que cet événement a tellement toutes les apparences d'un attentat islamiste, comme on les a bien malheureusement connus depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est peut-être de ça dont on parle davantage que d'un événement à caractère nationaliste ou, comment dire, comme je le disais à Frédéric Lapointe, d'un geste posé dans le cadre de la quête des Palestiniens de récupérer du territoire. Je pense honnêtement que tout ceci est tellement un maelstrom que ça va être impossible à distinguer. Parce que là, Hamas, on l'a dit... Parce qu'il y a comme un changement de paradigme. Oui, puis évidemment qu'il y a une question décolonial là-dedans. Je veux dire, on va pas le nier, là. Mais ceci n'excuse rien. Mais il y a très certainement le fait de l'occupation de la Palestine qui est en cause. On va pas se compter d'histoire. En même temps, est-ce que c'est un attentat qui est aussi islamiste par la force des choses? Fort probablement. Le problème, c'est que si vous voulez vraiment une réponse à votre question, il faudrait demander au Hamas lui-même. Le profane regarde ça, puis il trouve que ça ressemble beaucoup plus à ça qu'à d'autres choses. Oui, non, mais bien sûr. Mais maintenant, moi, savez-vous, je comprends très bien les Juifs d'être horrifiés, évidemment. Je les comprends de vouloir étouffer le Hamas, étouffer tout ce qui reste et tout ce qui se promène autour, évidemment. Comme je comprends les Palestiniens qui sont coincés à Gaza dans une prison à air ouverte, de vouloir... Bon, ceci, encore une fois, excuse rien.
Mais par contre, je pense qu'il va falloir se positionner comme communauté internationale, comme n'étant pas dans l'obligation morale de se ranger d'un bord ou de l'autre. On peut dénoncer toute forme de terrorisme, tout comme on peut dénoncer toute forme de colonisation. Un n'empêche pas l'autre. En terminant là-dessus, Rémi Villemur, est-ce que vous venez d'entendre vous inspire quelque chose? Oui, ben il faut juste rappeler quand même que le Hamas, c'est une frange des frères musulmans. Là. Donc, et dans leur charte, par eux, dans leur charte, l'article 35, c'est la destruction d'Israël dans le traditionnalisme le plus, disons, traditionnel, pour employer une formule tautologique et gaulienne. Oui. La place du juif, et c'est la place la plus dégueulasse. Un juif ne peut pas donner d'ordre à un musulman. Les juifs sont des démis. Donc, quand je regarde le Hamas agir en ce moment, j'ai vraiment plus l'impression de voir un mouvement islamiste qu'un mouvement politique. Là. C'est beaucoup plus islamiste que politique depuis quelques années. Alors voilà une réponse qui clôt ce débat pour le moment. On pourrait continuer pendant plusieurs émissions, sachant la polarisation, encore une fois, autour de cette question. Je présume que tout le monde nous en voudra après ce qu'on vient de dire aujourd'hui, même si on a essayé de faire entendre divers points de vue et d'être le plus nuancé, prendre le plus de hauteur possible. Changeons de sujet. Si on va aller un peu dans l'humour, Frédéric Lapointe, les libéraux. Je fais des farces, ça, c'est pas de l'humour, mais le Parti libéral du Québec lance son plan de... Enfin, je ne sais même plus comment il s'appelle. Son plan de relance, là, voilà, concocté par l'ex-sénateur, ex-éditorialiste du journal La Presse, bien connu, André Pratt, et quelques autres personnes, dont Antoine Dionne Charest, hein, qui est le fils de Jean Charest, par ailleurs. C'est un plan qui nous parle de plusieurs grands axes. Le français comme ciment d'identité québécoise, l'interculturalisme, hein, et peut-être même son enchâssement dans une loi ou dans, je ne sais pas, la Constitution québécoise que propose aussi ce plan. La laïcité à la libérale, la recherche de partenariat avec les Premières Nations. On veut le contrôle de l'immigration temporaire. Hein, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour ces temps-ci. Réforme du Sénat canadien comme devenant une chambre des provinces. Alors là, vraiment, je ne sais pas comment on compte faire ça à partir de Québec, mais c'est autre chose. Autonomie des régions, le développement économique, le droit des anglophones, mode de scrutin préférentiel, enseignement du français renforcé, réformé. Ça ressemble à un programme politique pour un parti qui n'a pas de chef. C'est un peu curieux, non, Frédéric Lapointe? Oui, ils s'en défendent d'ailleurs. Ils disent que la plateforme appartiendra. Ça appartient à la commission politique du parti et tout ça. Mais c'est un bon exercice. Une plateforme, hein? Physiquement, c'est une bonne forme pour aller sur une tablette aussi. Oui. Mais ça fait parler du Parti libéral, puis on peut voir quand même quelques points d'audace. Là. Moi, je veux chercher les points, là, comme le professeur qui aime son élève. Là, je vais aller chercher les points là où ils sont. Vouloir une constitution québécoise, c'est quand même un acte d'affirmation qui n'est pas banal, et même de tracer quelques éléments qu'on veut y voir figurer. Mais il y en a un en Colombie-Britannique, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est pas complètement inédit. Vouloir réouvrir la Constitution canadienne, c'est quand même aussi audacieux. Je ne pense pas que le d'Antoine Dionne Charest, je pense un peu sa marotte à lui, d'avoir un Sénat avec les élus des provinces qui siègent à Ottawa et qui ne serait pas un Sénat égal, c'est-à-dire que chaque province ait le même nom. Je pense que ça ne pourra pas fonctionner. Le Canada anglais va vouloir un Sénat qui est probablement élu et égal entre chacune des provinces. Mais moi, quand je regarde ce qu'ils ont produit, je cherche ce dont ils n'ont pas parlé et je suis forcé de constater que la question de la sécession du Québec et de l'attitude du Parti libéral du Québec face à cette éventualité, je pense que c'est là-dessus que le Parti libéral peut marquer le pas et dire « Nous sommes du côté du Québec, de sa liberté et des Québécois. On pense que le fédéralisme, c'est la meilleure des options. » Ben c'est quand même entre les lignes, hein, parce qu'on dit que le Canada fait partie de l'identité québécoise. On dit comme nous sommes, je paraphrase, mais comme nous sommes attachés à l'intérêt de la nation québécoise, nous pensons qu'il faut rester dans le Canada. Ça pourrait sembler contradictoire pour plusieurs, mais il y a donc un propos là-dessus quand même. On est dans la tarte aux pommes. Si le Parti libéral dit à 50% plus 1, nous allons soutenir le gouvernement du Québec qui conduit la sécession. Nous serons du bord des Québécois qui auront choisi à 50% plus 1. Là, ce sera significatif.
Sinon, sur le reste, c'est un peu tarte aux pommes. Frédéric Bérard, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tarte aux pommes là-dedans. Et puis par ailleurs, est-ce que on a l'habitude, quand un parti politique élit un chef, ces beaux mouvements, ces belles intentions prennent le bord assez rapidement, merci, puis le programme se résume en la personne du chef très souvent. Hein, c'est presque vrai, même à Québec solidaire, malgré le politburo parfois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que c'est que ce parti qui peut se permettre de ne pas avoir de chef pendant des années, puis faire des programmes tranquillement comme ça? C'est spécial, mais là, il ne faut pas oublier une chose. Hein, ce n'est pas un programme. Ça a l'air d'un programme, mais ce que c'est essentiellement, c'est Pratt et la députée dont j'oublie le nom, qui ont circulé à travers le Québec, puis qui ont entendu Joe Blow, puis Josette Blanchette, qui sont venus expliquer comment on devrait relancer le parti. Ceci dit, Pratt, on peut l'aimer, on peut le détester, plusieurs le détestent, d'autres l'aiment bien. Il y en a qui l'ont trouvé bon. Hein, ça reste un intellectuel intéressant pour le Québec, quand même qu'on déteste ses idées, c'est quand même pas une queue de cerise. Et là, l'avoir ramassé tout ça, moi, j'en laisse beaucoup plus que j'en prends, parce que comme je vous dis, c'est une espèce de consultation populaire qu'ils ont fait. Donc, on est loin d'un programme au sens formel du terme. Pour le reste, comme disait Frédéric, il y a beaucoup de tarte aux pommes là-dedans. On voit qu'on essaie de se rapprocher de l'électeur francophone, hein, parce que c'est ça la vraie histoire ici. Là. Soyons honnêtes, là, si on a traversé le Québec, c'est pour aller rechercher des vieux votes à travers de vieux militants qui pourraient peut-être rejoindre les rangs. Quand on parle de l'immigration temporaire, c'est pas une idée qui est très, très traditionnelle, ça, au PLQ. Là. C'est bien l'ère du temps qui a amené le PLQ là, du moins à produire le rapport en question. Puis pour le reste, les questions d'interculturalisme, c'est pas super original. Le Québec est déjà dans l'interculturalisme à fond la caisse. Le français, c'est déjà le ciment. Il n'y a pas grand-chose que j'ai vu là-dedans où je suis tombé en bas de ma chaise, mais je trouvais que c'est un exercice sympathique. On essaie de prendre en considération parfois la frilosité, les craintes. Mais on revient à l'histoire de ce parti-là un peu aussi. Là, on parle d'économie également. Juste pour terminer vite, sur la question de la Constitution, moi, je trouve ça, évidemment, comme constitutionnaliste, super sympathique. On pourrait faire de petits bijoux avec ça. Et puis, pour le reste, c'est ça. C'est vrai, vous, les constitutions, vous en prendriez 2 ou 3. Mais non, je sais, vous en voulez plus de constitution. Moi, j'en voudrais un peu plus. On pourrait devenir une municipalité. Ça nous ferait comme un troisième niveau de constitution. Peut-être. C'est un peu ce qu'on devient d'ailleurs. Rémi Villemur, le Parti libéral, semble en même temps, à travers ça, un peu figé dans le temps, ce Québec qui se défend et qui fait des gains à l'intérieur du Canada. Mais de quel Canada on parle? Est-ce que c'est celui de 1980, quelque part dans les années 90, ou c'est celui d'aujourd'hui qui est en train de muter profondément au gré d'une immigration très, très forte et qui se projette dans le monde, qui se pense, qui se définit complètement sans le Québec et le fait français? On dirait que les libéraux ont arrêté ont fermé la télévision il y a une vingtaine d'années. Ben, en tout cas, je salue l'enthousiasme de mes camarades aujourd'hui. Moi, je voudrais quand même rappeler que quand c'est une bonne nouvelle pour Jean Charest, André Pratt puis Antoine Dion Charest, c'est souvent pas une bonne nouvelle pour les Québécois. En tout cas, d'un point de vue nationaliste. Qu'est-ce qui est une bonne nouvelle? Ben là, ce programme-là, Jean Charest, Jean Charest. Charest, on s'en fout. Bon. Non, mais dans le sens qu'il a été amené à commenter puisqu'il était à la Romaine. Ça serait surprenant qu'ils disent que c'est... C'est une façon de relativiser quand même. Là, de toute façon, les libéraux n'ont pas de chef, vont en élire un au printemps 2025. C'est aussi intéressant, on a eu enfin une date. Là. Il y a tellement pas pourquoi pas 2030? Oui, c'est ça, je pense que ce serait mieux. Il y a tellement pas de candidats à la chefferie que le premier qui va se présenter risque de gagner. Et si c'est un Balamara Holness... À moins qu'il ramasse une plainte. Oui, c'est ça, exactement. On avait Beauchemin, puis là, ça sera pas lui, ou ça sera lui, puis ça ira très mal. Il est au Conseil général en fin de semaine. Mais le premier qui va se manifester, risque de gagner. Et donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette logique-là, tout le plan va débarquer. Dites donc, Holness, ça excite Nick au maximum. Balamara Holness, bon, on a réussi à prononcer son nom dans cette émission. Je pense, Lysandre, qu'on a pas mal terminé. Oui, c'est ça, il nous reste quelques secondes. Chers auditeurs, d'abord, merci à Frédéric Lapointe en direct des Pays-Bas, qui ne nous a pas parlé des Pays-Bas, mais il nous en parlera en revenant quand il reviendra dans le pays haut ici. C'est très plat, C'est plat, hein? Bon, Frédéric Bérard, merci d'avoir été avec nous ce midi. Rémi Villemur, merci de ce survol historique. On va essayer de digérer tout ça. Il est maintenant historien avec le cours qu'il vient de nous donner. Là. C'est presque une publication. Normalement, je me qualifie. Oui, vous êtes qualifié, mais désormais, donc notre historien en résidence. Chers auditeurs, Nick Payne, ici, sans papier, sans publication, sauf sur Facebook, qui vous dit merci. Et l'Université de la vie. C'est ça, je fais mes recherches. À la semaine prochaine. Merci à Lysandre Duplé à la mise en onde.